Bonjour à tous, ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de terminale. Je reviens rapidement sur cette activité qui est en lien avec les notions d'empreinte carbone et de transition écologique. Il s'agit ici de terminer l'activité commencée en classe. Alors on avait vu qu'une bonne partie de nos émissions de gaz à effet de serre étaient liées non seulement à, bien sûr, à nos activités, notre utilisation de biens et de services sur le territoire national, mais aussi aux importations qui prennent une place de plus en plus importante. Eh bien, c'est essentiellement ce qu'on retrouve sur ce graphique, en sachant que les chiffres les plus récents montrent même une part majoritaire des importations dans l'empreinte carbone de la France. Donc, en fait, c'est davantage que c'est, allez, 40% en orange qu'on voit sur ce diagramme en camembert. Si on regarde le détail à l'échelle individuelle, on voit que cette empreinte carbone se répartit sur différents postes, les transports, le logement, les biens de consommation, l'alimentation, etc. Et on va s'intéresser à une catégorie particulière, celle du numérique et des produits technologiques en général. Et au centre de tout ça, il y a bien sûr l'objet ultime, celui d'ailleurs que vous êtes peut-être en train d'utiliser en regardant cette vidéo. Je veux parler de votre téléphone. Et au-delà de l'objet que vous tenez dans les mains, il faut considérer l'ensemble de son cycle de vie. Ça, c'est vraiment très important pour véritablement comprendre l'impact réel et l'impact global d'un produit sur l'environnement. Alors cette notion de cycle de vie, vous l'avez normalement abordée au collège, en techno, mais si vos souvenirs vous font défaut, eh bien ce document vous sera sans doute utile. C'est une brochure éditée par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors ce schéma, il est valable pour la plupart des biens de consommation, il y a juste l'étape de conception ici qui n'est pas représentée. Ça commence par l'extraction des matières premières, le plus souvent situées dans le sol ou le sous-sol. Ces ressources naturelles sont ensuite utilisées dans des processus de production qui sont industriels pour les produits high-tech. Il faut construire, assembler, tester, conditionner les objets. Ceux-ci sont ensuite distribués sur les lieux de vente avec un transport plus ou moins long qui peut utiliser différentes voies aériennes, maritimes, ferroviaires ou routières. On a ensuite l'étape de vente, de commercialisation, qui suppose une certaine logistique, du stockage, etc. Tout ça, bien sûr, vous l'aurez compris, demande de l'énergie et indirectement est responsable d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, c'est vous, vous qui utilisez le produit, à petite dose ou constamment, c'est vous qui avez un forfait illimité ou non, qui utilisez la 5G, etc. Et tout ça aussi a un impact sur l'empreinte carbone. Vient ensuite la fin de vie de l'objet, lorsque celui-ci n'est plus utilisable en l'état, avec deux principales destinations. Tout d'abord la poubelle, donc à partir de là c'est fini, c'est généralement incinéré. Ou, mieux, le recyclage, qui permet une réutilisation de certains composants et aussi un meilleur traitement des déchets. Bien sûr, chacune de ces étapes a un coût environnemental, mais aussi économique et social. C'est notamment le cas de l'exploitation des matières premières, avec ici illustré une mine de coltan en Afrique centrale. Les conditions de travail sont pour le moins discutables pour extraire ce minerai, à partir duquel on obtient du niobium et surtout du tantale. Alors le tantale, c'est ce qu'on appelle un métal stratégique. Il est très résistant à la corrosion et on le retrouve dans beaucoup de dispositifs et notamment des condensateurs dans les produits électroniques. Autre problème, la pollution, ici particulièrement visible. C'est une photo qui a été prise en Chine, le pays leader dans l'extraction de ce qu'on appelle les terres rares, avec par exemple le néodyme, qui est un élément qu'on retrouve aussi dans pas mal de produits technologiques. Même chose pour le lithium, qui est exploité dans plusieurs pays d'Amérique du Sud et dont la production demande beaucoup d'eau, ce qui pose problème pour l'agriculture dans ces régions parfois arides. Et puis tout simplement, ça exerce une compétition entre cet usage et l'approvisionnement en eau des populations. Ce type de surexploitation n'est malheureusement pas rare, à tel point qu'un pays, le Salvador,
a carrément décidé en 2017 d'interdire les mines de métaux sur son territoire. Au-delà des conditions d'extraction locales, on a aussi la question du transport de ces matériaux, souvent sur de très longues distances, pour leur traitement, leur assemblage ou leur commercialisation. Et à nouveau, c'est du CO2 relâché dans l'atmosphère. Enfin, il y a aussi une certaine partie de l'empreinte carbone de ce smartphone qui est liée à l'usage que l'on en fait et bien sûr toute la technologie numérique qu'il y a derrière avec notamment les centres de données colossaux qui mobilisent aussi des ressources énergétiques. Donc l'idée c'est d'atténuer cette empreinte carbone le plus possible et en tant que consommateur, il y a des choses à faire. Vous pouvez notamment favoriser l'achat de produits entre guillemets éco-responsables, enfin au moins des produits qui répondent à un cahier des charges minimal, respect de l'environnement, circuit court. Alors ça s'applique aussi clairement aux denrées alimentaires. Faible consommation d'énergie, possibilité de réparer, de changer les pièces, ça c'est vraiment pas toujours le cas, surtout quand le fabricant préfère que vous changiez d'équipement tous les 2 ans. À ce propos, certaines pratiques sont légalement interdites en France, comme l'obsolescence programmée, et c'est le cas depuis 2015. Alors, dans la réalité, je ne suis pas certain que la mise en application soit toujours totale et efficace pour certains produits, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Limiter le stockage des données, avoir d'une manière générale un usage raisonnable du numérique, prolonger le plus possible la durée de vie de son appareil, plutôt que de chercher absolument à acquérir le nouveau modèle qui vient de sortir, et puis vraiment penser au recyclage. Tout ça, ce sont des actions très concrètes qui sont à la portée de chacun et qui ont un impact. D'une manière générale, cette adaptation de nos comportements s'inscrit dans ce qu'on appelle la transition écologique. Ça concerne notamment les choix énergétiques qu'on fait à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle individuelle, en choisissant son fournisseur d'énergie, en étant plus ou moins sobre dans sa consommation, en utilisant tel ou tel type de transport, également en faisant des travaux dans son logement pour limiter les pertes énergétiques. Alors ça, généralement, c'est une démarche qui a un coût financier, mais qui généralement s'amortit au bout d'un certain temps. Et donc, il est vraiment possible de gagner sur les 2 tableaux, économique et environnemental. Vous connaissez sans doute le diagnostic de performance énergétique. Alors ça existe aussi bien pour les habitations que pour l'électroménager. Eh bien, sachez qu'il y en a un nouveau qui arrive à partir du 1er juillet. La nouveauté, ce sera l'apparition de cette étiquette climat qui attribuera en parallèle un score en fonction des émissions de gaz à effet de serre. Des émissions qui sont sans doute très faibles dans cet écoquartier du 17e arrondissement à Paris, qui fonctionne en grande partie avec de la géothermie. Donc vous voyez que ce genre d'initiative est possible. La transition écologique, c'est pas seulement la réduction des gaz à effet de serre, laquelle est absolument indispensable, mais c'est aussi des pratiques d'adaptation. Et par exemple, pour certaines populations côtières, ça va être la construction de digues pour prendre en compte l'élévation du niveau marin, d'autres types d'aménagement du territoire, et même carrément des déplacements de population. Pour l'agriculture, c'est un peu la même idée. Le changement climatique pousse ou va pousser les agriculteurs à modifier leurs pratiques, à modifier l'irrigation, à récolter plus tôt, à planter d'autres végétaux mieux adaptés à la situation, alors lorsque cela est possible, bien sûr. Et assez clairement, le gros de ces changements est encore devant nous, et la tendance va clairement s'amplifier dans les années à venir. Voilà ce qu'il faut retenir pour les connaissances, et puis aussi en termes de réflexion personnelle, ça vaut le coup quand même de s'interroger un peu sur ses propres choix, sur ses habitudes de consommation, sur son mode de vie, et si vous voulez déjà savoir où vous vous situez à peu près, vous pouvez déjà faire votre diagnostic personnel en calculant votre propre empreinte carbone. Je vous encourage à le faire, et comme d'habitude, les liens utiles sont dans la description de la vidéo.